On va se diriger du côté du Brésil aujourd'hui, c'est important et c'est une très très belle région puisqu'on a un invité de marque, Nicolas Régnier. Alors je vais te présenter Nico pour ceux qui ne te connaîtraient pas, parce que tu as plusieurs casquettes. Donc entraîneur, fondateur du NR Fight, qui est une salle reconnue par les combattants MMA, spécialiste français de la luta libre, qui est un dérivé de grappling avec quelques mouvements en plus que le jiu-jitsu brésilien, tu me corrigeras, un peu plus de Ouais, liberté. c'est pas forcément en plus, mais on pratique uniquement sans kimono. Du coup, nous, on va dire qu'on est la partie sans kimono, et puis eux, ils sont la partie en kimono. Ok, et en plus de ça, du coup, expatrié au Brésil, donc assez connaisseur finalement de ce qui peut se passer sur la scène du combat là-bas. Et là où c'est très très fort, et pour ceux qui ne le savent pas, Nicolas Régnier, c'est un des seuls Français à avoir participé plusieurs fois à ce qu'on appelle l'ADCC, qui est un petit peu la Champions League du sol, si je dois le traduire un petit peu, c'est ça? Ouais, on va dire que c'est plutôt les Jeux Olympiques, comme ça a lieu tous les 2 ans, on peut Ok. faire ce parallèle-là. Et je suis pas le seul Français, il y a eu 2 autres Français, il y a eu Laurence Cousin et Kassim Hanan. Ça, c'était en 2009, il me semble, qu'ils ont participé. Ok. Et toi, t'es participé 6 fois, c'est ça? C'est ça, j'ai participé 6 fois, j'ai gagné 4 fois les sélections européennes et j'ai été invité 2 fois. C'est assez ouf. Ça fait partie quand même. Enfin, c'est quand tu es au sommet quand même de ton art que tu es invité à ce genre d'événement. Accessoirement, un petit air d'Alexander Volkanovski chez toi aussi, Nicolas, hein. Je sais que je te fais la blague Ah, assez souvent, mais il y a quand même un petit Ah, délire, bah, hein. ça arrive. Souvent, les vidéos qui marchent bien sur ma chaîne YouTube, qui décollent plus que les autres, on va dire, c'est celle où on vient de dire que je ressemble soit à Grégory Bouchlaguet, soit à Volkanovski. Alors, ça dépend de l'angle et tout, mais c'est l'un ou l'autre, quoi. Non, écoute, merci en tout cas d'être avec nous et de nous donner un petit peu de ton temps alors que tu es au Brésil. T'es pas à Rio là, non? C'est ça? Tu m'as dit que t'étais ailleurs? Ouais, non, non, je suis dans la région de São Paulo, je suis à Campos do Jordão, comme on voit un petit peu derrière. C'est des maisons un peu en mode Autriche, Suisse. Alors c'est très Ouais. marrant parce que en tant qu'Européen, on s'imagine pas du tout ça du Brésil. Mais voilà, c'est bien différent, donc ça fait du bien aussi de changer un peu le cadre comme ça de temps en temps. Ouais, écoute, t'as l'air plutôt bien. Je pense que dans le chat, ils sont plus envieux. Voilà, ils sont assez envieux de là où tu te situes. Je voulais parler avec toi justement de cette carte de l'UFC 294. On avait rapidement parlé par message. Alors c'est vrai qu'initialement, je t'avais contacté parce que je voulais vraiment qu'on soit attentif à Charles Oliveira et du fait que tu es au Brésil, etc. La carte a été chamboulée, mais c'est toi-même qui m'as dit c'est hyper intéressant de parler de ce qui peut se passer au sol entre Islam Makhachev et Volkanovski. Donc je vais te laisser la parole. Pourquoi est-ce que c'est un combat de malade pour toi? Donc déjà, moi, ce que je trouve intéressant dans cet affrontement-là, déjà, c'est qu'il y en a déjà eu un, et que dans ce premier combat, en fait, on a vu, on va dire, un peu les limites de Makhachev, ou en tout cas, Volkanovski a titillé les limites de Makhachev. Et pour faire un parallèle aussi avec Oliveira, c'est ce qui va être intéressant, c'est que... Attends, je coupe un peu. Hop. Ce qui va être intéressant, c'est le côté... Oliveira, il va pouvoir analyser encore plus Makhachev parce que jusqu'à présent, on n'a pas vu énormément de choses. Et je trouve que Volkanovski, il a montré quelques limites ou quelques pistes de travail pour Oliveira dans le travail contre la cage et dans le travail de comment éviter la lutte de Makhachev. Tu vois, on a vu le scramble, la façon dont il a évité le double leg de Makhachev. On a vu aussi son travail contre la cage qui est super intéressant, où on voit con- con- contrairement à beaucoup des combattants de MMA où ils se tournent complètement contre la cage, en fait, c'est quelque chose qui est très compliqué à gérer en fait pour des lutteurs. Des mecs qui sont vraiment lutteurs. Par contre, pour un grappleur, c'est un peu plus facile parce qu'il donne le dos. Mais on voit bien que Makhachev, même si tout le monde pense que c'est un spécialiste du sol, c'est pas un spécialiste du sol, à mon sens, Makhachev, même s'il a soumis Oliveira, mais c'est pas un spécialiste du sol. Il a besoin de sa lutte pour venir dominer le combat au sol, et c'est grâce à sa lutte qu'il domine le combat au sol. Mais c'est pas un mec qui sait passer. Par exemple, si on enlève les frappes, faut bien faire la différence en fait entre spécialiste du sol et puis lutteur. Lui, c'est pas quelqu'un qui sait passer une garde, par exemple, si tu enlèves les frappes. C'est pas quelqu'un qui va peut-être savoir Ouais. finaliser si tu enlèves les frappes, comparé à Oliveira qui, sur le dos, au-dessus, peu importe où il est toujours dangereux sur les soumissions, et peu importe qui est les frappes ou pas les frappes, il va être dangereux. Et donc, en fait,
Ce qui est intéressant, c'est ce qu'a fait Volkanovski donc contre la cage, où il se met donc face à la cage, dos à Makhachev, et on voit que Makhachev, bah, il veut aller prendre le dos, mais il n'est pas complètement sûr de lui, quoi. Lui, il a besoin de sa lutte pour dominer au sol. Et du coup, il y a ça, et aussi le travail intéressant au sol. Ça, je pense pas qu'Oliveira il en a besoin. De quand il se fait prendre le dos, Volkanovski, ce qui est intéressant, c'est qu'il va complètement coller le dos de Makhachev à la cage. Et c'est ce qui fait qu'il a du mal à soumettre Volkanovski, parce que même s'il arrive à attraper le coup en fait de Volkanovski, Il il n'y a n'a pas de pas recul. l'angle suffisant. Voilà, il n'a pas l'angle pour pouvoir renvoyer les épaules en arrière et forcer avec le bassin vers l'avant. Tu Hmm. vois. Donc je trouve que ça c'est intéressant. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment les deux vont. Alors, ouais, comment les deux vont s'adapter. Ce qui est dommage entre guillemets, c'est que ils n'ont pas eu une vraie préparation pour vraiment ajuster par rapport à leur premier combat. Mais vu qu'ils sont quand même professionnels, je pense qu'ils ont quand même fait une analyse de leur combat, même s'ils ne pensaient pas qu'ils allaient s'affronter comme ça tout de suite, pour voir les défauts, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et donc je pense que là, quoi qu'il arrive, on va avoir quand même un combat intéressant sur l'adaptation. Mais voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'aime toujours beaucoup les matchs retour, en fait, pour voir comment chacun va s'adapter. Ce que j'espère pas, c'est que Makhachev, du coup, profite énormément de son premier contact avec Volkanovski pour cette fois-ci complètement écraser Volkanovski. Hmm. Ce qu'on espère, enfin en tout cas moi ce que j'espère, c'est quand même qu'il y ait de l'opposition et qu'il y ait un peu plus de phase au sol peut-être pour voir un petit peu leurs limites aux deux, quoi. C'est ça. Enfin, en tout cas, c'est ça qui m'intéresse dans ce combat-là. Ok. Donc en fait, toi, pour synthétiser un peu ce que tu disais sur le style d'Islam Makhachev, tu trouves que la clé de ces postures dominantes, c'est vraiment ces liaisons avec les frappes, avec la partie au moment où ils sont debout, dans la manière dont il va l'amener au sol, de tout de suite avoir cette position qu'il affectionne, et peut-être en fait finalement directement depuis le sol, de pas tant travailler que ça ces positions, elles sont déjà anticipées un cran en avance, c'est ça? Ouais, en fait, tu vois, sa lutte et son sol, ils sont déjà vraiment adaptés au MMA, mais ils sont très adaptés au style de sol qu'il faut avoir en MMA normalement. Mhm. Je m'explique. Qu'est-ce qu'on disait à l'époque? On disait: «Ah, très certainement le seul qui peut, mettre en difficulté, Khabib au sol, c'est Ferguson». Pourquoi on disait ça? Parce qu'en fait, Ferguson, il a pas peur du sol et du coup, il a pas les mêmes réactions que les autres combattants de MMA, c'est-à-dire à tout prix prendre de la distance pour se relever. Lui, non, il acceptait le sol. Donc, c'est plus du tout les mêmes réactions, en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas du tout pareil. Du coup, c'est plus je dois le retenir, mais c'est peut-être des fois plutôt le repousser. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pareil face à Oliveira, en fait. Oliveira, il s'en fout d'être sur le dos. Donc, lui, tu vas pas chercher forcément à le coller. Contrairement à 99% des combattants de MMA où tu vas tout faire pour les garder, mettre la pression avec le bassin, les frapper, contrôler, reprendre la distance un peu, les frapper, etc. Non. Oliveira, si tu le colles, c'est très compliqué parce qu'il va te sortir un triangle, une clé de bras, n'importe quoi d'une autre planète. Et pareil pour Ferguson. Donc c'est pour ça que je pense que ça va être intéressant de voir comment du coup Makhachev va réagir là dans ce combat face à Volkanovski. Et j'aimerais bien voir comment il va réagir encore une fois face à Oliveira. Et parce que qu'est-ce qui s'est passé face à Oliveira? C'est il l'a touché d'abord, d'accord? Et, et ça, à mon sens, j'imagine qu'il a énormément travaillé cette séquence-là parce que qu'est-ce qui se passe? On voit que sur tous ses autres combats, Oliveira, il envoie ses genoux comme ça, et au moment où il envoie ses genoux, à chaque fois, il se découvre. Et on voit que Makhachev, dès qu'Oliveira déclenche le genou, Makhachev, il envoie direct, alors je sais plus si c'est son bras arrière ou le crochet du bras avant, C'est un gros crochet en tout mais en tout cas. cas, il le touche. Voilà, c'est un gros crochet. Et du coup, l'autre, il tombe sur le dos. Et l'autre, il a l'habitude que les gens, ils aient peur de lui au sol. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se dit, je vais me mettre sur le dos, il va avoir peur de moi, il va pas venir au contact, je récupère, je me relève, je le tabasse. C'est ce qu'il a fait jusqu'à présent. Sauf que là, Makhachev, lui, il a pas peur et il est descendu tout de suite au sol. Il est parti attraper le katagatame, on appelle là l'étranglement, et puis il a passé la garde et il a soumis Oliveira. Donc en fait, moi je trouve, enfin, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas d'accord avec moi là-dessus, mais en fait, Makhachev, c'est encore une fois, c'est pas un spécialiste du sol, c'est un lutteur qui fait des choses au sol et qui a besoin en fait des frappes
pour pouvoir soumettre au sol. C'est-à-dire que c'est vraiment sa partie lutte qui est ultra dominante. C'est-à-dire que pour toi, l'expert, on va dire, du côté grappling, c'est pas là où il t'impressionne le plus, parce que finalement, c'est beaucoup d'étranglements qui, j'imagine, pour vous, spécialistes du sol, sont assez basiques. C'est juste dans le MMA, arriver à cette position d'étranglement, c'est là où c'est très très fort, c'est que tu n'arrives pas à l'empêcher d'y aller. Mais après, techniquement, dans ce qu'il utilise pour finaliser, c'est des choses qui, pour vous, vous apprenez, j'imagine, assez au début, les étranglements arrière, les bras têtes, c'est des choses. Après, C'est le faut réussir starter à les kit. placer à des mecs. Oui, Après, pour réussir à les placer à des mecs comme ça, je me suis un petit peu entraîné au club en MMA avec des mecs comme Morgan, avec des mecs comme Nicolas Leblond, Philippe Onissa. C'est plus du tout, c'est plus du tout la même histoire et c'est bien compliqué de placer ça comme ça. Donc attention, j'ai pas dit que c'était facile, mais en fait, en vrai, leur école Sambo, leur force à eux, c'est que on leur apprend déjà dès le début à lutter et frapper. D'accord. Par contre, leur style de frappe, leur percussion, c'est pas de la boxe anglaise, c'est pas de la boxe thaï. Donc ça reste un cran en dessous. ouais. Par contre, leur niveau en lutte, il est incroyable, tu vois. Mais en fait, c'est la liaison pied-point, coller, lutte, coller contre la cage, ramener au sol, frapper. Donc c'est là où pour moi, il est vraiment fort. Et puis, franchement, physiquement, il est impressionnant. Mais c'est comme Khabib. Je sais pas combien il perd de poids, mais il doit bien rebondir. Tu vois, à bien 80 kilos, même plus que 80 kilos au moment du combat. Donc, et c'est très important pour eux. Et c'est pour ça que je pense qu'Khabib, il n'est jamais monté de catégorie. C'est peut-être pour ça. Je sais pas si Makhachev il montera de catégorie, mais pour des mecs qui misent tout sur leur lutte, le poids est très 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 important. Donc ils ont besoin d'être dans une catégorie vraiment le plus bas possible pour eux, pour pouvoir avoir cet avantage physique, quoi. J'ai une question du chat pour toi. Alors, dans le chat, il y a à la fois des grands passionnés, il y a aussi des néophytes. Donc, en termes de questions, ça peut varier. Dis, est-ce que tu penses que le désamour des néophytes qui tombent sur le MMA pour le sol, ça vient d'un manque de connaissances ou toi aussi, ça peut t'arriver de trouver certains combats ennuyeux au sol? Tu vois, il y a certaines phases où dans le MMA, c'est vrai que quand tu es pas habitué, tu te dis mais pourquoi ils font ça? Ils font des câlins, ils font ci, Est-ce que toi, et par exemple, tu trouves que parfois le sol peut être ennuyeux ou tu penses que c'est parce qu'on comprend pas vraiment? Si on le pratique pas, on se rend pas compte à quel point c'est difficile. Non, alors c'est comme si je vais faire un parallèle avec le pied-point. En fait, c'est par exemple Israël Adesanya, voilà, on le trouve pas impressionnant. Pourtant, si tu t'y connais un peu et que tu regardes vraiment techniquement comment il se déplace, comment il frappe, etc. Bon, à part sur son dernier combat, là tu vas te dire waouh, il est impressionnant. Enfin, tu vas apprécier vraiment le combat. Je pense que c'est un manque de connaissances techniques. Euh, et que c'est la raison pour laquelle on a du mal quand c'est au sol. Mais après aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que des fois, le sol, c'est aussi un moment où les mecs ils peuvent se reposer. Donc c'est pour ça que des fois, il se passe pas grand-chose, parce que le mec, c'est pas forcément sa spécialité. Il a ramené au sol, il a contrôlé, il frappe un peu, il se repose. Voilà, ça fait partie du jeu. Et puis c'est aussi la beauté du MMA, quoi. Je pense que c'est important, il faut prendre ça dans son ensemble. Mais après, encore une fois, les mecs, ils profitent de ce moment-là. Ça peut être aussi le travail contre la cage. Le mec, il colle contre la cage, il va pour se reposer. Mais ça tend de plus en plus à. On voit de moins en moins quand même de moments comme ça dans les combats parce que même moi, j'ai combattu le week-end dernier à la DCC. Ça a bien changé de la façon dont ils arbitrent, quoi. C'est tout le temps. Si tu bouges pas 2 secondes, c'est action, 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 Ouais. action. Et dans le MMA, on le voit bien. C'est tout le temps. Il faut de l'action, il faut de l'action, il faut de l'action parce que c'est du show. Il faut vendre. Donc on en voit. C'est de moins en moins statique. Mais ouais, je pense que c'est un manque de connaissances techniques. Et je pense qu'avec la connaissance technique, on apprécie vraiment le combat au sol. Après, attention, j'apprécie pas tous les moments au sol. Même des fois, quand c'est dans mon sport à moi, des fois, je m'embête un petit peu. Ouais. Mais c'est comme dans tout, hein. C'est comme quand tu regardes un match de foot, un match de tennis, un match de je sais pas quoi. Voilà, ça dépend de chaque personne et ça dépend de chaque équipe quelle stratégie mettre en place, quoi. Toi, il y a un sol ou un combattant au sol que tu apprécies particulièrement là, à l'UFC en ce moment ou c'est ce que tu aimes bien regarder Ouais, alors forcément Charles Oliveira pour moi c'est le top du top. Ouais. Moi en plus j'ai eu la chance de le rencontrer, je l'avais filmé pour BG Fanatics, il a un DVD technique dessus. Donc je l'avais rencontré et c'était vraiment vraiment sympa. Il est Donc lui, comme, forcément, il est et comme après, l'image qu'on en a, Charles Oliveira, parce que l'image qu'on en a, ça a l'air d'être le mec le plus gentil et respectueux du monde et le plus
amoureux de son sport. Écoute, une fois qu'on a terminé de filmer, il m'a invité, j'ai pas pu y aller, mais il m'a invité chez lui pour faire un entraînement chez lui. Et après, aller dans un de ses projets sociaux à Guarujá. Donc, c'est pas exactement à São Paulo. Lui, il habite à 1h30, 2 heures de São Paulo. Donc voilà, j'ai pas eu l'opportunité d'y aller. Je lui ai envoyé, des fois, je lui envoie des messages pour l'encourager ou autre, pour lui dire que j'ai vu l'événement et tout. Il répond. Enfin, c'est un mec, franchement, super, super gentil. Donc, ouais, là-dessus, il ment pas quand il est face à la caméra, quoi. Il est vraiment comme ça. Donc Et après, Oliveira, l'autre combattant ouais, vas-y. de sol que j'aime beaucoup, que j'aime beaucoup suivre, mais c'est pas parce qu'il fait du sol, mais c'est plus de la façon dont il a réussi à conquérir le MMA, on va dire, ou vraiment avoir sa place dans le MMA. C'est Gilbert Burns du Rigno. Mhm. Il est champion du monde en JJB. Et pour moi, c'est l'un des seuls combattants de jiu-jitsu brésilien, combat au sol, qui a été champion du monde, qui a vraiment réussi à devenir un combattant de MMA. Tu vois, pas peur des coups, avancer, donner des coups, lutter, ramener au sol. Pour moi, franchement, je suis très très admiratif, très fan de lui. Et voilà, c'est vraiment le mec que je suis. Parce qu'après, quand tu regardes des mecs comme Rodolfo Vieira, qui était une grande star dans notre sport, Bouchecha, une grande star dans notre sport, bah, les mecs, ils arrivent, je pense, déjà trop vite sur un gros niveau. Et alors qu'ils ont encore peur des coups, qu'ils n'ont pas encore passé ce cap debout de ne pas avoir peur, donner des coups, avancer et avoir une lutte pour le MMA, quoi. Hmm. Justement, je rebondis sur Gilbert Burns parce que sur cette carte-là, il y a aussi Khamzat Chimaev et on a vu que Gilbert Burns, c'est la personne qui a posé le plus de problèmes à Khamzat Chimaev, notamment de par sa défense au sol. On voit clairement pendant le combat, on se le regardera tout à l'heure, hein, les amis dans le chat, on voit clairement qu'au bout d'un moment, Khamzat lâche l'affaire et se dit « je vais pas aller au sol avec lui, ça peut être dangereux ». T'as ressenti ça aussi dans ce combat-là? Tu penses qu'il a réussi à le dissuader vraiment de venir dans sa garde, hein, concrètement? Ouais. Je pense pas qu'il a eu peur du sol, mais je pense qu'il a eu peur de se fatiguer. Ok. T'as vu la tête qu'il fait pendant le combat, au fur et à mesure comment sa tête elle change Ouais, ouais. petit à petit. Oh, bon bah c'est parti, on va à la guerre, tu vois, c'est fini, plus de lutte, plus de sol, on part à la guerre, on va s'envoyer des parpaings. Je pense que c'est plus ça c'est mon ressenti. Je pense qu'il a eu plus peur de se fatiguer que peur du sol de Burns, mais aussi forcément il a eu peur de se fatiguer et du coup bah s'il arrive quand même au sol et qu'il est fatigué, bah Burns peut prendre l'avantage, donc ça a très certainement aussi joué dans la balance, mais voilà, je pense que c'est la fatigue et puis le fait de si j'arrive au sol et que je suis fatigué, bah qui me place une clé, ce serait dommage. Non, parce que c'est vrai qu'on voit en fait le combat, il est trop bien parce que le scénario, il évolue grave au fur et à mesure des rounds. C'est-à-dire que Ah, il est fou t'as le premier round où tu sens que Khamzat veut le takedown, il va l'avoir, il le takedown et au début tu te dis ouah, ça va être ultra rapide, Burns il va se faire éteindre en 2-2 et puis il arrive à te sortir une défense assez ouf à base de revers comme ça, puis après à base de repousser avec les talons, après ça part en full striking. Bon à la la fin, street. ah ouais, à la fin c'est vraiment, moi c'est un de mes combats préférés sur l'année précédente. Ouais, pareil. Vraiment, et justement, je voulais te demander, tu disais, la grande force d'Islam Makhachev, c'est pas d'être un gros spécialiste du sol, mais c'est vraiment d'être plutôt expert dans la liaison, de servir des frappes pour amener aux étranglements, mais d'être très bon dans la domination et le contrôle. C'est quoi les gros avantages que tu vois chez Khamzat Chimaev qui, on le sait, aujourd'hui fait flipper tout le monde, mais est-ce qu'on arrive vraiment à trouver c'est quoi son ultime point fort? Parce qu'on a l'impression qu'il est trop fort partout. En fait, déjà, il y a un point qu'il faut prendre en considération, c'est le fait qu'il descendait vraiment dans la catégorie le plus bas possible pour lui. Euh, et encore une fois, c'est un mec qui mise quand même sur sa lutte, on va dire, à 70%, pour pas dire beaucoup plus, mais il mise énormément sur sa lutte. Donc, il a besoin d'être beaucoup plus lourd que son adversaire pour avoir vraiment cet avantage-là. Là, il arrive dans la catégorie du dessus. Vous avez vu quand même, il a pris son temps pour monter dans la catégorie du dessus. Il a pu faire le malin à faire je vous prends n'importe quand, n'importe qui, ça peut être demain, il n'y a pas de souci. Du coup, je pense qu'il a dû faire une prise de masse et tout. Il a dû vraiment prendre son temps pour prendre quand même du poids, pour être quand même avoir encore cet avantage physique dans la catégorie du dessus. Euh,
je sais pas comment ça va se passer enfin, ouais, je pense que personne ne le sait, mais face à Ousmane, Est-ce que c'est un combat comment ça va se passer? impronosticable pour toi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça, ils disent là, cette affiche-là, c'est trop dur. C'est trop dur parce que on a un ancien champion. Enfin, on a Kamaru Usman, pour ceux qui savent pas, ça a été un des lutteurs les plus dominants de l'UFC, mais large. Après, c'est une lutte particulière, hein, c'est pas la plus sexy de toutes. Mm. Ça lui a beaucoup été reproché à l'époque parce que Usman, c'est quelqu'un qui contrôle. Très clairement, hein, au-delà de. En fait, il a une force physique et un cardio qui lui permettent de contrôler beaucoup plus longtemps que les autres, j'ai l'impression. Euh, Mm. c'est ça que tu vois dans la plus grande force d'Ousmane, c'est vraiment cette pression physique et ce cardio, où tu vois des signes techniques justement, parce que on a souvent associé Ousmane à ouais, c'est facile, il a un physique hors norme et il a un cardio, et il tient les mecs pendant 20 minutes. Donc, est-ce que Bah là techniquement. justement, on va voir comment physiquement il va tenir face à Shimaev parce que Shimaev, bah du coup je pense que il est vraiment dans sa catégorie maintenant. Ousmane face à lui, j'ai, en fait ce que j'espère c'est que ça ressemble un petit peu au combat face à Burns, face à Durinho, Ouais, parce que je sais pas comment ça va se passer au sol en fait, tu vois. Comment ça va se passer au sol pour Ousmane? Est-ce que parce qu'il va y avoir du sol. Donc est-ce que Shimaev va complètement lui rouler dessus au sol et c'est terminé? Ou est-ce que bah, Ousmane va quand même, malgré la différence physique, est-ce qu'il va réussir à bloquer un peu, à empêcher que l'autre s'installe complètement au sol? Ça, c'est la grande question. Donc c'est ça qui va être, enfin en tout cas moi c'est ça qui va m'intéresser dans ce combat-là, c'est de voir la partie au sol de Ousmane, parce que bah en lutte, il est fort, mais il était fort face à des mecs dans sa catégorie de poids encore. Là, c'est la catégorie du dessus, même si j'imagine qu'il bah, voilà, il cutait quand même beaucoup avant et tout, mais je pense pas qu'il cut autant que Shimaev. ouais. Il est Donc plus voilà, petit, donc c'est ça qui va ouais. être intéressant. Ouais, ouais. C'est ça qui va être intéressant, je pense. Ça va être la partie lutte et la partie sol où comment il va se dépatouiller face à la montagne Shimaev, tu vois. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que dans sa carrière, Kamaru Usman, il a été une seule fois sur le dos à l'UFC. Et c'était sur le premier affrontement face à Leon Edwards. Donc c'était la première fois qu'il prenait un takedown dans sa carrière et qu'il se retrouvait sur le dos quand Ouais, même, après des années de domination et de défense de titre. Je sais pas si tu as la séquence en tête, là j'avoue je te la balance un petit peu n'importe comment. Par rapport à ce qu'il avait fait contre Edwards sur le fait d'avoir été emmené au sol, tu sens que c'est un mec qui, même s'il a jamais été dans cette situation, il va avoir les réflexes, les automatismes, il peut sortir d'un Shimaev là-dessus. bah, franchement, il a jamais, à part face à peut-être Colby Covington, il a jamais pris vraiment un mec du niveau de Chimaev physique et technique en lutte, tu vois. Bon, il avait affronté Demian Maia, ou bon, Demian Maia après c'est pas un lutteur, mais c'est un mec qui une fois qu'il t'a collé, il arrive vite dans ton dos. Donc il avait complètement évité ça de Demian Maia. Euh, ouais, je sais pas comment. On va voir. Parce que tu vois, Shimaev, c'est le mec qui, il s'en fout, quoi. Il te rentre dedans et puis il va casser la distance. Un peu comme Oliveira, tu vois, il fait, sauf qu'Oliveira, il va pas chercher à lutter, mais il s'en fout debout, quoi. Il va pas être là, à être à distance, gauche, droite, me déplacer, machin, non. Bah, il shoot Il de t'en met 15 une, mètres, hein, il deux s'en et il fout. te rentre dedans. Ouais, voilà. Il s'en fout parce qu'il sait qu'il a l'avantage physique. Et c'est enfin, j'exagère un peu, mais c'est des enfants face à lui, tu vois. Hmm. Et, il a des bras de 8 mètres. Il sait qu'une fois qu'il a mis la main sur les mecs, bah, il va faire ce qu'il veut, tu vois. Hmm. Tu, Donc, tu ouais, vois c'est ça qui va des, être intéressant, je pense. tu vois des failles dans le jeu de Khamzat, toi, ou pas? Bah, on en a vu hein, face à Burns, déjà debout. Debout, c'est pas. Alors, je suis pas spécialiste debout, donc je vais pas m'amuser à te dire ouais. Alors, quand il envoie sa gauche, je sais pas quoi, c'est pas mon truc, je veux pas T'inquiète, rentrer là-dedans. t'inquiète, Mais t'inquiète. debout, on a vu quand même que c'est pas son point fort. Donc, si le combat dure, s'il a un mec qui est en face de lui qui arrive à empêcher les amener au sol, ou en tout cas qui même s'il en prend, ça arrive à se relever ou ça avance dans les rounds. 5 fois, on a vu, hein, je crois que c'était 5 fois 5 non, 5 fois, c'était quoi face à Burns? C'était un 5 C'était fois, un 3 fois 5 pour 3 Shimaev. fois 5. 3 fois 5 Donc et t'imagines Ousmane 3 fois l'avait pris 5 en déjà 5 fois comment il 5. est, dans quel état il était à la fin des 3 fois 5 minutes. Moi, je suis pas sûr qu'il ait le cas. Après, attention, on parle de Shimaev d'il y a un moment, mais est-ce qu'il va avoir le cardio? Là, je sais pas, c'est quoi? Il prend 5 fois 5 on est d'accord? Non, 3 fois 5 Non? encore. 3 fois 5. Ouais. Bon.
Bah, là, ça peut aller, mais est-ce que moi, en tout cas, la faille que je vois, c'est ça, c'est le côté cardio, et puis, on voit que mentalement, au fur et à mesure du combat, bah, c'est dur, quoi, tu vois? Mais parce que c'est le même truc que j'ai ressenti aussi chez Makhachev face à Volkanovski. Tu Ah, vois, on sent que il est concentré, et il fait quand même ses trucs parce que c'est en mode automatique, parce qu'il a envie de gagner. Mais on sent quand même, tu vois, c'est pas comme Volkanovski. Volkanovski, c'était comme ça dans son combat, tu vois. Ouah, puis ça accélérait, on voyait qu'il avait de l'envie, il voulait y aller et tout. Il était concentré, il était dans son flow, tu vois, interne. L'autre, on voyait que, oulala, je suis dans la merde, oulala, c'est compliqué, qu'est-ce que je dois faire? Bon, c'est pas grave, je fais comme d'habitude, tu vois. Et, et j'ai l'impression que les deux, c'est un peu la même chose. Makachev, Shimaev, plus le combat est dur, et plus ça doute là-dedans parce que bah, c'est pas leur point fort debout, quoi. Donc il faudrait un mec qui est fort en lutte, mais spécialiste du pied-point. c'est. Passe En vrai, c'est Léon Edwards un peu, non, ce profil-là? un peu, ouais, 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 bah ouais. C'est pas. Mais après, Leon Edwards, peut-être que physiquement c'est un peu compliqué face à un Shimaev, mais face à un Makhachev, ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Mais est-ce que ça se fera? Est-ce que Ouais, Makhachev va faudrait que monter de latté? déjà Makachev, faudrait qu'il redéfende sa ceinture. Faudrait déjà qu'il la défende contre un moins de 70, ce serait bien quand même. Genre pour le Ouais, ouais, pour ouais. pour l'histoire quand même, parce que ça n'a pas été le cas Ce serait encore, hein. bien. Il a défendu contre Volkanovski. Là, c'était censé être justement une défense en moins de 70 face à Charles Oliveira. Tu penses qu'ils vont le refaire ce Ouais. combat, que Makhachev Oliveira, c'est inévitable quoi qu'il arrive? Ah bah, en fait, tout va dépendre là du résultat, je pense, hein. Si Makhachev survole Volkanovski cette fois-ci, bah, il est plus en droit de dire ouais, bon, ouais, Oliveira, il a eu sa chance. Moi, je l'ai déjà battu. Je veux passer à autre chose. Par contre, si c'est encore équilibré ou si bah, Volkanovski le bat, bah là, il pourra pas trop choisir. Après, je suis pas dans les coulisses. Je sais pas exactement comment ça se Hmm. décide, mais j'ai le sentiment que ça se décide un peu comme ça. C'est un peu en fonction de ta performance. Bah, tu peux dire oui ou non. Tu peux plus facilement refuser des gens. Et peut-être justement dire que tu veux monter dans la caté du dessus pour aller chercher la ceinture du dessus pour avoir le double champ, tu vois. Ouais. Bah, à voir, oui. Donc tout dépend du résultat là, ouais. Tout dépend du résultat, mais c'est vrai que on a l'impression que ils s'en foutent un peu maintenant d'Oliveira vu qu'ils l'ont battu, tu vois. Je sais pas, j'ai vu une interview de Khabib qui dit ouais bon on s'en fout, on l'a déjà battu. C'était sa chance à lui d'essayer de le battre. Bon maintenant on va reprendre Volkanovski puis on verra après quoi. Et justement, le point commun de Kamaru Usman et d'Alexander Volkanovski, c'est d'avoir 10 jours de préparation. Bon, on connaît un petit peu les méthodes d'entraînement de Volkanovski, on sait qu'il est prêt toute l'année. Là-dessus, il n'y a pas trop de soucis. Kamaru Usman, ça a l'air d'être à peu près la même chose, même si lui, il a l'air quand Ouais. même plus usé physiquement par la carrière et ce qu'il a fait. Ça peut vraiment, vraiment beaucoup changer la donne de ne pas avoir tant de temps de préparation, ou est-ce que ça peut te donner, selon toi, tu sais, un petit côté, une insouciance ou un truc qui peut aussi aider? Ouais, ouais. Je pense que ça, c'est bon et c'est mauvais côté. Je pense que les deux, de toute façon, Kamaru Usman, il n'aurait pas accepté le combat si il n'était pas prêt physiquement. Je pense que c'est quelqu'un qui s'entraîne tout le temps. C'est pour ça aussi qu'il a été champion autant de temps. C'est un mec qui, peu importe champion ou pas, il continue de s'entraîner, il continue d'apprendre. Donc, je pense qu'il est là physiquement. En plus, c'est un 3x5 pour lui. Je pense que c'est de la rigolade parce qu'il a fait la plupart de sa Ouais. carrière, il a fait un 5x5. Donc 3x5, comme tu m'as dit tout à l'heure, ça va. Et je pense que, bah ouais, en fait, moi, c'est comme je dis souvent aux combattants du club, c'est préparez-vous pour un combat, mais soyez quand même prêts pour n'importe qui, quoi. Et je pense qu'à haut niveau, c'est ce qu'ils se disent aussi. C'est pas possible que le mec, il se dise que ah, quoi qu'il arrive, je prends lui. Ah, si je prends pas lui, je suis en panique. Non, à ce niveau-là, t'es pas en panique. Enfin, c'est pas que tu t'en fous, tu as préparé un game plan pour quelqu'un, mais au final, t'es prêt normalement pour n'importe qui. Donc je pense que j'ai pas envie de dire que ça va pas changer grand-chose, parce que le combat, il pourrait être différent s'ils avaient vraiment pu travailler une vraie stratégie sur plusieurs semaines. Mais voilà, je pense qu'on aura quand même le mec qui devait gagner, même avec une prépa, gagnera quand même sur ce combat-là, je pense. Ouais, ok. Toi, tu saurais te mouiller un petit peu sur ces combats-là, parce que... Alors déjà, je voulais avoir ton avis. Est-ce que selon toi, Volkanovski aurait pu remporter le premier combat?
dans ce que tu voyais parce que beaucoup de gens disaient que sa manière de en fait, c'est que, comment dire, il a humanisé Makhachev. Je vais utiliser ce terme-là Ouais, parce ouais, que c'est ça. t'as jamais vu un mec se faire coller au sol par Makhachev, faire des grands signes avec le public, en train de faire des danses, des grands sourires et tout. Volkanovski, il a fait ça sur 5 rounds avec Makhachev. Bon, après, il avait son public derrière lui. Mais est-ce que toi, il y a une vision dans laquelle tu le voyais gagner sur la première opposition face à Makhachev, par exemple? Non, non. Alors, moi, je l'ai pas vu en direct. Du coup, j'ai vu le résultat avant, j'ai vu aussi les critiques et tout. Donc, quand j'ai regardé le combat, je l'ai revu un petit peu juste avant notre podcast. Là. J'ai regardé que la première partie pour revoir un peu techniquement ce qui s'était passé. Et, euh, et non, pour moi, Makhachev a gagné, mais en fait, ce qui peut laisser penser le fait que Volkanovski ait gagné, c'est plus dans l'attitude, tu vois. Hmm. Volkanovski, il est conquérant sur tout le combat. Et l'autre, on le sent que plus le combat est passe et moins il a envie d'être là, tu vois. Ouais. Mais il fait quand même le taf, mais il est quand même présent. Donc je pense pas qu'il a gagné. Je pense que vraiment Makhachev a gagné le combat. Et du coup, sur ce combat-là, ah, j'aimerais bien que ce soit Volkanovski. On aimerait toujours voir, tu vois, l'outsider détrôner celui qui a la Bien sûr. ceinture ou celui qui est invaincu. Mais je pense que Makhachev est plus que prêt et j'ai peur qu'il lui roule dessus cette fois-ci. Je peux me tromper, hein, bien évidemment. J'espère que Volkanovski gagne, mais je pense que Makhachev va lui rouler dessus sur ce combat-là. Ok, et il y a beaucoup de gens qui disaient, notamment après le combat face à Gilbert Burns, franchement, si Chimaev combat comme ça face à un Ousmane, il se fait éteindre tout de suite. Euh, Est-ce que tu es partisan du fait que Ousmane, c'est clairement le plus gros adversaire pour Chimaev qu'il ait jamais eu, hein. Je pense qu'il n'y a pas trop de questions à se poser là-dessus. Est-ce que tu penses qu'il a les arguments pour peut-être faire tomber celui qui fait flipper tout le monde? Alors, moi, je pense que déjà, c'est pas le même Ousmane que l'époque. Ouais, on est d'accord, tu l'as dit tout à l'heure. C'est Parce pas le qu'il a même les Ousmane. genoux usés, hein, Après, on précise pour ceux qui ne ouais, savent ouais. pas, hein, il a des gros problèmes de genoux depuis des années, et il combat avec, hein, et plus le temps passe, plus j'imagine, plus ça s'aggrave, et on a l'impression que c'est atteint un stade où on voit sa revanche contre Leon Edwards, où il est peut-être sur la pente descendante. En vrai, c'est ça la question qu'on a avec Ousmane, j'ai l'impression, hein. Bah, en vrai, je pense que je me suis jamais pris de KO, mais je pense que quand tu te prends un KO, et on l'a vu à plusieurs reprises, quand tu es champion, 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 tu te fais détrôner, et en plus de ça, tu te prends un KO. Bah derrière, c'est difficile. On l'a vu dans sa revanche face à Edwards. Il était quand même beaucoup, beaucoup plus hésitant. C'était pas le Kamaru Usman conquérant. Hmm. Et l'autre, on l'a vu aussi, beaucoup plus en place, beaucoup plus sûr de lui. Donc, tu vois, il y en a un qui, avec la victoire, bah, Leon Edwards, il a fait ça. Et Kamaru Usman, il a plutôt un peu plus descendu. Maintenant, justement, ça va être intéressant sur ce combat-là de voir comment il va réagir, comment il s'est reconstruit, justement, depuis sa défaite. Et puis il y a aussi ce côté, comme tu l'as dit tout à l'heure, de ouais, je m'en fous, c'est la KT du dessus, c'est Chimaev, c'est un short notice, j'ai peut-être la chance derrière d'aller faire la ceinture dans cette KT-là, bah c'est parti, on y va, tu vois. Hmm. Donc je pense que moi c'est ça qui m'intéresse, c'est voir comment il va arriver. Et moi je pense pas que c'est son plus. Moi je pense que justement le plus gros adversaire qu'il a pris c'est Burns, tu vois. Ah ouais, Parce pour que toi, Ousmane, Burns a c'est plus facile, entre guillemets, enfin, ça correspond mieux à son style. Ouais. Bah ouais, encore une fois, je sais pas ça va être quoi la partie, comment il va être au sol, Ousmane, tu vois. Burns, il avait le côté de tu me ramènes au sol, bah, c'est pas grave, tu vois. Là, est-ce que avec Ousmane, il va le ramener au sol, est-ce que ça va être pas grave? C'est ça qui va être, c'est ça qui m'intéresse et c'est là le grand questionnement, quoi. Qu'est-ce qui va se passer au sol? Et aussi, bah, est-ce qu'il va le ramener au sol? Je pense qu'il va le ramener au sol, mais comment ça va se passer au sol? Et si jamais il n'arrive pas à le ramener au sol, bah là, magnifique. Je pense que Ousmane a toutes les armes debout pour le tabasser, hein. Ah ouais, en termes de pied-point, parce que c'est pas un pur combattant du Non, pied-point, Ousmane, mais tu penses qu'il a quand même, il est un peu au-dessus. je pense que c'est sûr. Bah, de ce qu'on a vu face à Burns, je pense que c'est plutôt le côté psychologique, tu vois. Lui, il s'en prend dans la tête ou bon, ou il s'en prend pas beaucoup, mais en tout cas, il est toujours présent dans le combat, tu vois. Shimaev, on a vu que bah, je sais pas, il s'en prend quand même quelques-unes dans des bonnes de Burns. Bon, je sais pas, sa tête elle a changé, tu vois. On sentait qu'il était là. Qu'est-ce que je fous ici, quoi? Bon bah ok, on part à la guerre. Alors que normalement, faut pas faire ça. Faut pas partir à la guerre pas parce que tu te prends des coups qu'il faut partir à la guerre. Mais du coup, c'est ça qui, je pense que c'est ça qu'on va regarder. Et je pense que pour moi, Burns a plus les armes de le battre que Kamaru Usman.
Ok. Est-ce que tu penses que si Kamaru gagne, c'est un combat chiant? Parce que Kamaru, pour ceux qui savent pas, Bonne Kamaru, question. ça a été très longtemps un spécialiste de je te colle contre la cage pendant 15 minutes. Par contre, c'est vraiment sûr que tu vas pas en sortir. Et je vais te mettre 2-3 coups de genou pour pas qu'on nous sépare. Mais c'est vraiment pas le spectacle de base, Kamaru Usman. Il a évolué après en tant que champion vers ce côté beaucoup plus spectaculaire. On se rappelle du KO qu'il met à Jorge Masvidal, le premier KO de sa carrière. Et Ouais. franchement, il éteint ça, c'est quand même d'une propreté incroyable. Est-ce que tu penses que le salut de Kamaru, c'est d'être dans cet entre-deux, entre le debout et le sol, et d'être contre la cage finalement, là où tu sais qu'il a ses immenses épaules, ses longs bras, et puis cette force herculéenne, et là tu sais que c'est comme si tu étais poussé contre un mur, quoi. Ouais. Ah, ouais, alors comme tu as dit, je trouve que justement sur ces derniers combats, où il défendait sa ceinture, je trouve que franchement il était plutôt moi j'avais envie de le regarder en tout cas. J'avais envie de regarder ses combats et je trouvais qu'il était plutôt, heu, sympa à regarder. C'est vrai que sur ses premiers combats, bah, voilà, c'était plus, style lutteur, collé contre la cage, taper un peu, gagner Puis à la lutteur pas décision. académique en plus, tu sais, c'est le lutteur, alors c'est formation à l'américaine, mais c'est le lutteur qui a ce physique qui fait qu'il lutte bien au-delà de la technique. À l'époque, on lui a beaucoup reproché d'être cette boule de muscle avec un cardio illimité, mais d'être techniquement zéro. Est-ce qu'aujourd'hui, Mmh techniquement, mh. par exemple, toi, tu vois des trucs où tu te dis non, quand même, ça va. Ah ouais, non, debout, ça a plus rien à voir quand même. Debout, j'ai oublié le nom de son nouveau coach, enfin de son ouais, son coach, nouveau coach, qui entraîne aussi, Trevor Rose Whitman. Namajunas là. Ouais, voilà. Bah, franchement, depuis qu'il est avec lui, il a un jab, qui perfore, le cerveau, franchement, il est beaucoup plus présent debout et je pense qu'il est, ouais, beaucoup plus propre que Chimaev debout. Maintenant, est-ce que Chimaev va le faire sortir de sa propreté, tu vois, en mettant un gros rythme, en avançant vraiment sur lui, en n'ayant pas peur de coller? C'est là où on va voir, mais bon, Ousmane, il s'est déjà retrouvé là dans plusieurs fois, tu vois, face à des mecs qui voulaient le coller et il a réussi à empêcher ça. Donc, ouais, non, moi, pour moi, aujourd'hui, Ousmane est quand même beaucoup plus propre, techniquement, que ce soit debout, en lutte, au sol. Donc, ouais, c'est ça qui va être putain, plus je parle du combat et plus je me dis qu'en fait, Ousmane, il peut battre, Chimaev. Alors Ah qu'au ouais? début, je me disais, ouais, ouais, plus ça avance, plus je me dis ça, ouais. Ah là 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 là, attendez, j'ai mon invité d'après qui est Andreas Michael, qui est entraîneur ou ancien entraîneur de Chimaev, mais a priori on va devoir le reporter, donc je vous préviens, je suis en train de lui écrire dans le chat, je vous informe rapidement si on va pouvoir le maintenir ou pas. Tu penses que le fait que Kamaru Usman s'entraîne justement avec Gilbert Burns, ils sont amis, on le sait, ça peut aussi lui donner beaucoup de clés là-dessus? Exactement. Ah ouais, c'est sûr et certain. En fait, tu sais jamais qui est qui, tant que tu l'as pas eu dans tes mains, en fait. Tu vois? Je vais te donner un exemple d'un Français avec qui j'ai eu la chance de m'entraîner, que ce soit au sol, et en MMA. Enfin, en MMA, s'entraîner, c'est un grand mot, se faire défoncer plutôt, mais Mansour Barnaoui. Ouais. Alors, bon, malheureusement, ces deux-trois derniers combats, bon, je sais pas si j'ai pas eu la chance de discuter avec lui récemment. C'était pas ça, bon, mais Mansour Barnaoui, tant que en gros, t'as pas été dans ses mains plutôt, bah, tu sais pas ce que c'est, quoi. Tu sais pas ce que c'est. Tu peux regarder, tu te dis: «Ouah, il a 3 techniques ce mec-là». Ouais, il a son renversement en demi-garde, bon, il prend le dos, il étrangle, bon, ah, c'est bon, je sais ce que je vais faire. Bah, quand tu tournes avec lui, ça y a rien qui marche et bah, en fait, tant que personne n'a tourné avec lui et t'a dit vraiment ça, bah, tu sais pas. Et là, je pense que ça va être la même chose avec Burns et Kamaru Usman. Forcément, Burns, je pense qu'il a envie, parce que c'est son pote, hein, il veut que Kamaru Usman gagne. Donc, je pense ouais, il lui a déjà donné des infos, c'est sûr. Je pense qu'après le combat, ça a été ouais, bon, il est comme ci, il est comme ça, machin. Forcément, forcément, ça va aussi jouer dans la balance de quelle stratégie, quelle attitude il va avoir face à Chimaev. Je regarde, il y a des questions dans le chat. Est-ce que la différence de taille entre Ousmane et Chimaev, ça peut avoir des gros impacts? Alors on sait qu'en général, les différences de taille, on en parle beaucoup sur le striking parce que
on parle souvent des différences d'envergure, même si c'est pas toujours corrélé avec la taille. Celui qui a les plus longs bras, en général, va être avantagé debout s'il sait s'en servir, je précise, parce qu'il y en a qui n'arrivent pas très bien à s'en servir. Est-ce que dans les parties de sol, j'essaie de te trouver les deux tailles exactes pour te donner des éléments. Kamaru Usman, c'est 1,83. Khamzat Chimaev, tac. 1,88. Il y a à peu près 5 cm d'écart entre les deux. C'est pas tant que ça. Hein. Envergure de Chimaev, 1,90. Attends, je vais essayer de te trouver celle de Kamaru. Envergure Kamaru Usman. Je crois qu'il a des très très longs bras, Usman, de mémoire. 1,93. Il a plus d'allonge que Chimaev. Attends, redis-moi, Chimaev, il a quoi? Chimaev, il a 1,90 d'allonge. Ousmane, il a 1,93. Waouh! Ah bah, rien que pour ça, je vais te dire, le combat, il est encore plus excitant, tu vois. Ah ouais? Pourquoi ça peut changer quoi, justement? Là, ça veut dire que ce que je te dis depuis le début, justement, c'est que Chimaev, il a besoin d'être le plus grand. Enfin, c'est un gros avantage pour lui en tant que lutteur, d'être plus grand, plus d'allonge, aussi pareil pour le pied-point, et d'être plus lourd. Et du coup, là, peut-être que sur ce combat-là, il n'aura pas autant d'avantages. Tu vois ce que je veux dire? Et ça va être super intéressant, du coup. Ça va être super intéressant, encore plus. Je t'ai re-hypé sur le combat, là. Ouais. Grave. Bah, ça va être super intéressant de voir comment Chimaev, il va organiser ça, là. Bah, c'est vrai, parce que tu vois, dans le chat, ils réagissent déjà, ils se disent ah ouais, purée, c'est pour ça que Chimaev, il avait un jab dévastateur, parce que forcément, avec autant d'allonge sur la catégorie du dessous, ça faisait très très mal. Mais ils se disaient, mais aussi, c'est vrai que Ousmane avait un très bon jab aussi. Donc, ils ont un petit peu les mêmes similitudes sur les aspects physiques qui font qu'ils peuvent exercer leur art peut-être mieux que les autres, en fait. Ils ont les longs bras, là, plutôt une grande taille. Alors, je pense qu'il est plus musculeux, Ousmane, que Chimaev, a priori. Il a l'air plus tanké, quand même. Hein. Mais... il a plus de cardio aussi, de ce qu'on a vu. Hein. Moi, je pense aussi. Hein. Je sais qu'à un moment donné, les gens, à l'UFC... étaient assez d'accord sur c'est lui qui a le plus gros cardio de leur gars. C'est celui-là, tu ne le fatigueras pas. A priori, c'était Ousmane. Je ne sais pas si depuis quelqu'un a pris un petit peu ce statut informel, mais je sais qu'au début, limite, il disait sa première qualité, c'est le cardio. Tu disais, attends, c'est un combattant quand même, c'est pas un mec qui fait un marathon. Attention, il y a un aspect donc on n'a pas abordé depuis le début. Vas-y. Et celui qui avait dit ça, d'ailleurs, c'était Gilbert Burns, sur l'un des podcasts que j'ai écouté, qu'il a donné au Brésil. Et en fait, pour lui, l'une des grosses erreurs qu'avait fait Oliveira face à Makhachev, c'était d'accepter le combat et que ça se fasse à Abu Dhabi. Enfin, d'accepter le fait que le combat se fasse à Abu Dhabi. Parce qu'en fait, c'est pas du tout le même climat. Donc déjà, tu as le fuseau horaire, plus le climat qui a rien à voir avec le Brésil, les États-Unis. Et ce qu'il disait, c'est que... Et même Khabib, après, il avait remonté ça, il avait dit, pour t'habituer au climat de là-bas, il faut au moins être là-bas 3 à 4 semaines avant. Et moi, c'est ce que je ressentais déjà à l'époque quand je faisais mes stages, mes entraînements au Brésil. En vrai, 2 semaines, j'avais jamais le temps de vraiment m'habituer au climat brésilien, tu vois. Et en fait, t'es toujours... Tu fais un sparring, bon, ça va. 2 sparring, tu commences à être fatigué. 3 sparring, ça y est, t'es cuit, quoi. Parce que c'est pas du tout le même climat, tu vois. Il fait plus humide. Ou là-bas, ça, je pense qu'il fait plus sec. Et donc, c'est plus compliqué. Donc, il y a aussi cet aspect-là à prendre en considération, c'est que Ousmane, même s'il a un gros cardio chez lui aux États-Unis, est-ce qu'il va avoir un gros cardio là-bas à Abu Dhabi ou Chimaev? Je pense qu'il est là-bas depuis un petit moment déjà. Il a installé maintenant. Alors, il a pris la nationalité et tout, hein, donc a priori, il va plus bouger des Émirats. Hein. Non, vraiment. Donc, voilà, il est habitué. Donc, il y a ça, il y a cet aspect-là qui est très très important à prendre en considération. Et c'est d'ailleurs aussi, pour rebondir par rapport à Oliveira et Makhachev, je pense que c'est aussi une bonne chose que ça se fasse pas le combat là, parce que peut-être, donc si ça se fait, peut-être que Oliveira pourra négocier le fait que ça se fasse pas là-bas et que ça se fasse aux États-Unis. Je pense pas que ça se fera au Brésil, mais que ça se fasse au moins aux États-Unis pour que la balance elle soit pareille des deux côtés, tu vois. Ouais. Il y a c'est hyper intéressant parce que je me faisais la réflexion, Paulo Costa, il est arrivé grave en avance. Tu sais, d'habitude les combattants, ils viennent la semaine même de l'événement et tout, donc ce qui correspondrait à lundi qui arrive.
Et Paulo Costa, il était déjà sur place depuis, donc peut-être qu'il était déjà au fait de ce que tu indiquais. Et je pense que tu es vraiment la première personne à nous parler de ça, alors que c'est vrai qu'on avait insisté énormément à l'époque, tu sais, à cette salle de Utah, là, à Salt Lake City, parce qu'elle est un peu plus en altitude, etc. Le fait que Ousmane s'entraîne à Denver, c'était un peu plus en altitude aussi. Et c'est vrai qu'on n'avait jamais eu ce côté-là pour Abu Dhabi, et le fait que finalement, il y a peut-être aussi une acclimatation à avoir à cette zone-là, en fait, qui est très différente. Ouais, c'est complètement différent de la plupart des endroits dans le monde. Donc, il y a personne qui est vraiment habitué à ce climat-là. Et je me rappelle plus exactement quels avaient été les combats, mais je me rappelle qu'il y avait eu un événement à Mexico, ou en tout cas un endroit très en altitude, Mhm. et où en fait, quasiment tous les combats, ils s'étaient terminés avant la fin, mais plus parce qu'il y avait un des deux combattants qui était fatigué. Ça m'avait marqué en fait cet événement-là, parce que vraiment tous les combats, tu sentais que les mecs ils étaient fatigués. Et je sais plus lequel c'est. Je crois que c'était en plus une catégorie légère en main event. Je crois que c'était Dillashaw ou un truc comme ça. Ah, parce Et, qu'il y en a un à et ouais. Mexico en 2019, c'était Rodriguez Stevens. Je regarde si j'en vois une autre. Ouais, bon après c'est pas bien grave, mais juste pour dire que voilà, quand on veut analyser un combat ou quand on veut analyser un événement, faut pas oublier de prendre ça en considération, parce que bah voilà, des fois, tu vois, Oliveira, on l'a vu, tout le monde a dit ça, hein, c'est pas moi je kiffe Oliveira, mais tout le monde a dit ça, que face à Makhachev, c'était pas l'Oliveira qu'on connaît d'habitude. Il est arrivé, l'autre c'est un gaucher. Il arrivait jamais, il cherchait à gagner. Bon, pour ceux qui savent pas, même si je suis pas du pied-point, c'est un truc basique qu'on fait. C'est quand un droitier prend un gaucher, bah, si on veut frapper, il faut toujours que le pied soit à l'extérieur. Donc mon pied avant doit être à l'extérieur du pied avant de l'autre. Et Oliveira, à chaque fois qu'il rentrait en contact avec Makhachev, son pied, il venait toujours le mettre à l'intérieur. Donc ça montre un manque de lucidité, parce que bah, à ce niveau-là, c'est pas possible qu'il ne le sache pas. Et ça, c'est vachement important. Vous regarderez encore une fois le combat, c'est même dès le début du combat, il n'est pas du tout présent, quoi. Ouais. Donc, est-ce que c'est le fait d'être dans un endroit qui maîtrise pas du tout, tu vois, le climat, etc. Même la nourriture, elle est différente. Enfin, voilà, il y a plein d'aspects comme ça qu'il faut prendre en considération. Et juste, alors il y a une dernière question plutôt d'un viewer qui est néophyte, c'est Grover Lord. Il n'arrive pas à se rendre compte à quel point ça peut être cardio le grappling. Alors je sais pas si tu seras capable de faire le parallèle qu'il te propose, mais concrètement, une session de grappling, ça correspond à combien de kilomètres de course de fond à peu près Enfin non, mais en termes d'impact, parce qu'on se rend pas compte. Alors moi, pour le coup, j'ai essayé en jiu-jitsu. Moi, mon cardio n'a tellement pas tenu que j'ai fini par vomir, je le dis à chaque fois. Non, mais ce qui, je pense, est assez classique parce que c'est une dépense énergétique qui est pas commune, je trouve, en fait. Enfin, surtout. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que la course à pied, si je veux ralentir, je peux ralentir. La course à pied, si je veux m'arrêter, je peux m'arrêter. Le combat au sol, quand tu combats avec quelqu'un, le mec, on a l'entraînement, c'est pas exactement comme ça, mais le mec, il veut gagner, ou le mec, en tout cas, il veut travailler ses techniques, ou il veut ta peau. Donc en fait, sauf si tu es assez technique pour maîtriser le combat, tu vois, les moments où tu vas te reposer, les moments où tu vas accélérer et tout, bah en fait, tu vas jamais t'arrêter. Le MMA, c'est encore pire, parce que là, il y a les impacts, tu vois. Il y a le fait que, bah, en vrai, c'est celui qui va débiter le plus debout qui va avoir l'avantage, etc. Donc, c'est encore pire. Mais le combat au sol, bah, on peut pas vraiment faire de rapprochement avec un autre sport. Parce que là, on est vraiment face à quelqu'un qui veut ta peau, qui veut te battre, et qui, plus il va mettre de pression, plus il va bouger, et plus il va te mettre en difficulté, et plus bah, il va te fatiguer, tu vois. Ouais. Donc, je pense qu'il n'y a que en pratiquant que tu vas vraiment ressentir ce que c'est, mais c'est fatigant. Surtout la partie sans kimono. La partie en kimono, on va dire que tu peux beaucoup plus te poser parce que tu peux retenir ton adversaire. Tu peux attraper son kimono, empêcher, je sais pas, qu'il bouge à droite, à gauche. Voilà, tu peux un peu plus te reposer. Mais sans kimono, c'est quand même beaucoup plus actif et ça bouge et c'est très, très énergivore. Bah c'est ça, enfin imagine que, enfin je veux appuyer ce que tu dis, imagine quand tu, je sais pas, t'as un chat ou quoi et que tu lui maintiens un peu une pression sur le cou et que tu le vois se débattre de toutes ses forces et essayer de partir, quand tu vas commencer un cours de sol, tu vas être le chat. C'est-
Ah non, C'est mais un peu ça, ouais, c'est un peu ça. Il va falloir se débattre. ouais, bah c'est pas facile. Et en tout cas, si ça vous intéresse de découvrir ça, je voulais en profiter également, parler du NR Fight, qui est la salle que tu as montée et dans laquelle il y a moyen de pratiquer un petit peu tout ça. Bah, je te laisse en parler, où ça se situe, qu'est-ce qu'on peut y faire, etc. pour ceux qui potentiellement voudraient s'inscrire ou prendre des cours. Alors, en plus, tu as des super enseignants. Alors, moi, j'aime bien Julien Villain chez toi, avec qui je veux trash talk H24. Non, mais ça a l'air super et vraiment, tout le monde est d'accord pour reconnaître qu'au NR Fight, c'est très bien encadré, c'est de la qualité et tout. Donc, je te laisse en parler parce que c'est quand même, bah, je pense que c'est une Ouais. fierté pour toi d'avoir monté ça. C'est une belle Ouais, réussite. ouais. Donc non, ce qui est cool, en fait, le Nerfac, c'est on enseigne tous les sports de combat. Donc on a boxe anglaise, boxe thaï, kickboxing, MMA, lutte à livrer, JJB, prépa physique. Et ce qui est intéressant chez nous, en fait, c'est que bah, peu importe ton niveau, tu peux venir. On a des cours débutants, tout niveau, compétiteur. Et, euh, et donc quand tu es abonné chez nous, tu as accès à toutes les disciplines et à tous les clubs. Ok, qu'on a sur Paris. Donc en fait, il y a beaucoup de possibilités d'horaires, parce qu'on sait que c'est souvent ça la problématique chez les personnes. Bah, ouais, je peux venir m'entraîner que tel soir, ou je peux venir m'entraîner que sur telle plage horaire. Bah, en fait, sur la même plage horaire, tu peux t'entraîner en lutte à livrer quasiment tous les soirs. Parce que bah, soit ça va être dans un club, soit ça va être dans l'autre ou autre. Et après, ce que nous, on essaie de faire, en fait, c'est pour ceux qui sont intéressés par la compétition, ou pas forcément par le haut niveau, mais tu vas avoir une petite expérience compétition, ben, on essaie de les encadrer du début à la fin. C'est-à-dire que la personne, elle arrive, elle va pratiquer, bien évidemment, il faut quand même avoir des connaissances, être prêt physiquement, etc. Mais on va essayer de leur proposer déjà dans un premier temps euh, un affrontement, on va dire, à l'intérieur du club, encadré par le professeur, avec un autre élève du club. Après, on va essayer de faire des interclubs. Et après, on va les emmener en compétition en tant qu'amateurs. Et après, bah, s'ils sont prêts et qu'ils ont envie, ça va être professionnel. Donc, en fait, on essaie vraiment d'apporter un vrai encadrement pour tous nos élèves. Du début à la fin, c'est pas évident parce que bah, on est plus de 2000 adhérents, il y a plus de 2000 adhérents au club, hein. Donc c'est pas évident à gérer. Plus de 20 profs aussi. Donc c'est difficile un petit peu de synchroniser tout le monde, etc. Mais c'est en tout cas ce qu'on essaie de faire et c'est la voie qu'on essaie d'aller chercher pour que les gens s'épanouissent à travers la pratique des sports de combat. Regarde. Aïe aïe Ah, aïe. on est équipé ou on n'est pas équipé? Ah ouais, d'accord. On a Ah, fait. Julien, soit Julien il a oublié, soit il t'en a ramené un du club. Non, il nous l'a ramené parce qu'il était très très fier Ah, il est justement gentil. de parler du club et je rajouterai quelque chose. Donc je vous ai mis les liens, NR Fight et même le compte Instagram de Nicolas. Ce que j'aime bien et ce que tu fais avec ça aussi, c'est toutes les parties tuto. Et ça, je pense que c'est vraiment très très cool parce que tu fais des vidéos très courtes où tu te mets en scène. Il y a des différences, il y a des conseils basiques, il y a des trucs plus avancés. C'est hyper ludique. Moi, je les regarde parfois parce que par curiosité, en fait, je me dis, mais tu sais, j'essaie de comprendre. Je dis, ah ouais, et tu sais, t'es vraiment sur du détail, tu vois, c'est vraiment une position, un petit truc en plus et tout. Et moi, ne serait-ce que pour la culture, en fait, je trouve ça hyper intéressant. Je sais que tu as ta chaîne YouTube aussi sur laquelle tu proposes pas mal de contenu, si tu veux en parler. Ouais, ouais. Sur la chaîne YouTube, là, en fait, là, on est en train de beaucoup restructurer Ok. tous nos comptes Instagram, YouTube, Twitter. Bah, Je suis revenu sur Twitter après de longues, longues années d'absence. Bon, en même temps, j'ai jamais été vraiment très régulier dessus, mais là, je vais essayer de proposer un peu plus de contenu sur Twitter pour ceux qui veulent me suivre dessus, où je vais proposer. Bah, j'ai montré un peu mes combats du week-end passé, et aussi j'essaie de montrer des techniques. Puis j'essaie de répondre aussi aux gens qui ont des questions. Mon compte Instagram aujourd'hui, il y a beaucoup plus de followers brésiliens que de followers français. Donc en fait, je suis obligé aujourd'hui de quasiment que proposer du contenu en portugais. Et du coup, mon contenu en français, il va être uniquement sur le compte du club, NR Fight Club Paris, ok. où dessus, justement, l'objectif, c'est d'enseigner, de montrer les sports de combat, et justement pour qu'après, des gens ne disent plus, ah, le combat au sol, c'est ennuyant. Non, le combat au sol, c'est pas ennuyant quand on connaît. Après, oui, c'est très technique, donc il faut avoir quand même des connaissances pour comprendre. Donc c'est pour ça, c'est l'objectif de la chaîne YouTube, du compte Instagram NR Fight Club Paris, d'essayer d'éduquer, de faire comprendre les sports de combat à des néophytes. Et c'est pour ça que là, ouais, du coup, on restructure un peu tout ça et on va essayer de vraiment plus s'orienter encore sur l'enseignement technique
des techniques des sports de combat. Et alors, je voulais juste rappeler aussi, parce que parfois ça peut être la première vision qu'on en a, si vous trouvez les tarifs élevés ou quoi, pensez bien que c'est une salle dans laquelle vous pouvez pratiquer tous les jours plusieurs arts martiaux. J'imagine que tu peux aussi faire du renforcement, donc ça peut aussi se substituer à d'autres salles où tu peux aller. C'est vraiment un package complet sur lequel, sur toute l'année, finalement, tu as et les équipes enseignantes. En fait, les gens attaquent un petit peu. Bon, après, c'est rien. Mais j'aime bien, en plus, ça permet d'expliquer le pourquoi du comment. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est sur des salles, sur des locaux parisiens. On est sur des locaux parisiens et on est aussi sur des salaires parisiens. C'est-à-dire que les professeurs vivent Paris ou proche de Paris. Donc on peut pas, je vais pas les rémunérer comme si on habitait, je sais pas, en province ou je ne sais où la vie est quand même moins chère. Donc, tout ça mis bout à bout, en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que les loyers et les salaires sont quasiment les mêmes qu'à New York, par exemple. Tu vois non, mais pour les profs, moi après, je fais la comparaison avec les salles de sport que j'ai là-bas. Non, mais ce qui est élevé de ouf, pour donner une idée aux gens, parce que le salaire new-yorkais est beaucoup plus élevé normalement en moyenne que le salaire parisien, si je dis pas de bêtises, mais je suis quasi sûr de ce que je dis. Et du coup les loyers aussi. Et du coup, qu'est-ce qui se passe derrière? Nous, on est obligé de mettre quand même des tarifs qui sont, on va dire, parisiens, mais on a des loyers et des charges, on va dire, new-yorkaises, on va dire. J'exagère un petit peu le truc, mais c'est quasiment ça. Moi, j'essaie de faire du mieux que je peux. Si je pouvais inviter tout le monde au club et que c'est gratuit, mais ce serait avec grand plaisir. Moi, mon projet, c'est de ramener les sports de combat à tout le monde. Seulement, en face de ça, moi, j'ai des frais. Et ces frais-là, je suis obligé de les couvrir avec... Pareil, je ne peux pas accueillir 10 000 personnes dans mon club. Là, on arrive à une limite. Donc, il faut qu'avec cette limite-là, je puisse payer les 20% de l'État, parce que sur tout ce que les gens payent, je donne 20% à l'État déjà, de TVA. Ça, c'est un truc aussi important à savoir. Le mec, quand il paye 50 euros, je donne 10 euros à l'État. Quand le mec, il donne 100, je donne 20 euros à l'État sur chaque abonnement. Donc il faut prendre ça en considération, plus derrière les loyers, etc. J'essaie de faire du mieux que je peux, mais je peux pas mettre des tarifs où en fait derrière, au bout de 6 mois, je dois fermer la salle parce que je suis pas capable de payer, tu vois. Et puis aussi, t'es pas forcément dépendant d'une fédération ou d'un truc sur lequel tu peux avoir des subventions ou le côté associatif, etc., qui fait que tu peux baisser les tarots. C'est aussi ça, une des particularités, je trouve, je l'ai remarqué parce que je m'intéressais à ça, c'est que je regardais en fait avoir tu vois, quand tu vas à un club de foot, le club de foot, il appartient à la ville. Donc la ville, elle met des thunes dedans. C'est l'association sportive de la ville qui te propose le club, les infrastructures, l'encadrement. Donc forcément, le prix de ta licence, au final, par rapport à tout ce dont tu profites, paraît assez bas. Et en fait, vous, les salles de MMA, pour la plupart, parce que j'ai regardé, en fait, il y a 3-4 villes qui ont des salles de jiu-jitsu, mais qui peuvent même pas les tourner en mode MMA, etc., où tu as les licences qui sont pas très chères. Mais en fait, de cette situation-là, t'es obligé, en fait, c'est comme ça que c'est une entreprise, tu peux pas avoir le côté 100% club, association sportive, tu vois, très ville, locale, etc. C'est que c'est obligé d'être un business avec tous les côtés du business qui vont avec. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. Ouais, en fait, le truc aussi, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que quand quelqu'un va s'inscrire dans une association, donc peu importe où, il va payer un tarif donc qui est moins cher que chez moi, entre guillemets, mais qu'est-ce qui va se passer? En face de lui, il aura quoi? Il aura peut-être 3 créneaux dans la semaine de possibilités d'entraînement, ou peut-être 4. Donc il va payer pour l'année peut-être 250 euros, 300 euros, mais derrière, il aura 2, 3 ou 4 possibilités d'entraînement, et des fois à des heures impossibles. Des fois, j'ai déjà eu des endroits où le cours, il est à 21h, tu vois, ou même 21h30. Ou bon. Et en fait, ça veut dire que toi qui t'es inscrit, si tu as raté un entraînement, tu peux plus le rattraper en fait. Alors que chez moi, il y a cours de 6h du matin à 22h, quasiment du lundi au dimanche, sur 3 sites différents. Donc ça veut dire que, et en plus de ça, tu as accès à tous les sports de combat avec des coachs qui sont quand même de qualité, je pense. Donc je pense que quand on calcule combien les personnes payent pour le nombre de cours qu'ils ont accès à l'année, et nous, combien ils payent dans la possibilité d'entraînement qu'ils ont sur l'année, ça n'a rien à voir. On est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher qu'une association. En plus de ça, on est ouvert toute l'année, sauf peut-être Noël et le jour de l'an, mais tout le reste du temps, on est ouvert.
Il n'y a pas d'histoire de ah, mon gymnase il est fermé pendant juillet-août, je peux pas m'entraîner. Non, nous on est ouvert toute l'année. Donc quand les gens ils payent, ils ont accès à- au club, tout Ouais. simplement, et toute l'année. En plus, je suis sur le site, franchement, je suis en train de regarder. En termes d'offres, tu as adapté sur tous les besoins de tout le monde. Ça veut dire qu'il y a quasiment un tarif par profil de personne ou par temps de disponibilité qu'ils peuvent avoir J'ai sur essayé l'année. de m'adapter. En fait, je suis parti du principe que, on va dire, une personne, elle me coûte de l'argent quand elle vient au club. Donc, en fait, ce qui est juste, c'est de la faire payer quand elle vient au club. Contrairement à d'autres qui te disent ah non, mais tu payes 350 € l'année et puis tu as accès à mes 3 créneaux toutes les semaines. Mais en fait, le mec, peut-être qu'il est intéressé de venir qu'une fois, peut-être qu'il est intéressé de venir que 2 fois. Donc, moi, j'ai essayé d'adapter mes tarifs en fonction des besoins des gens et en Hmm. fonction aussi, bah, du coup, de ce que les gens ils vont pouvoir payer pour pouvoir s'entraîner. Mais il y a un truc aussi qu'il faut pas oublier. Je vais juste, après, on peut, si tu veux changer de sujet, on change de sujet, mais il y a un truc, c'est vous investissez sur vous-même. Tu veux que je te dise combien je dépense par mois sur moi-même pour m'entraîner, préparation mentale, préparation physique, nutrition, euh, formation pour être un meilleur, je sais pas, gérant de salle de sport ou un meilleur professeur et autres. Mais je dépense plus que 2 500 € par mois pour investir sur moi-même. Donc, c'est la moindre. Enfin, faut pas regarder combien on dépense, mais c'est plutôt qu'est-ce qu'on y gagne en fait, et Hmm. qui on va devenir avec cet argent qu'on dépense. C'est pas oh là ça me coûte tant. Ouais bah si tu payes pas ça, qu'est-ce que tu vas faire le soir ou qu'est-ce que tu vas faire pour t'entraîner? Tu vas rien faire. Tu vas rester chez toi, tu vas manger des pop-corn devant la télé. Enfin, tu vois, on te propose de t'entraîner dans les sports de combat. Tu vas devenir une meilleure personne, psychologiquement, tu vas être une meilleure personne, physiquement, tu vas être une meilleure personne, tu vas apprendre plein de choses, etc. Bah oui. Et certains, même, vont travailler avec ça plus tard. Donc, c'est quand même un investissement qui vaut la peine. Et je pense que les gens pensent de la mauvaise façon en juste regardant un prix. Ah, c'est 80 € par mois, mais non, c'est trop cher. Non, c'est pas trop cher. C'est peut-être que bah, tu penses pas de la bonne façon. C'est plutôt, c'est 80 €, qu'est-ce que ça va me rapporter? Ah bah ouais, bah dans 5 ans, je peux peut-être rentabiliser ça en ouvrant un créneau pas loin de chez moi. Ou peut-être, j'en sais rien, peu importe. Ouais, mais ça, Ça va être que c'est la au travail, je vais perception, hein. avoir la meilleure attitudiniste, hein. C'est la perception, tu connais Nicolas. Il y a des personnes, ils peuvent lâcher 1800 balles dans un téléphone parce qu'il vient de sortir et pourtant tu leur dis de payer ça à l'année pour avoir des cours de fou malade dans tous les sens, ça va leur paraître bizarre, hein. Alors qu'en vrai, ils ont juste upgrade leur téléphone pour un salaire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, C'est ça. bah non, mais c'est vrai, mais c'est. Après, du coup, ça, c'est le mauvais. Ça, ce que tu parles, du coup, c'est pas. Enfin, je te transmets. Enfin, je te dis l'état d'esprit que j'ai par rapport à ça. Bien sûr, C'est pas. Du coup, faut pas en vouloir à celui qui achète, mais faut en vouloir au club de sport qui sait pas vendre son produit. Tu vois ce que je veux dire? aussi. Pourquoi le mec il va acheter le téléphone? Pourquoi le mec il va acheter le téléphone? Parce que Apple, bah ils te font une pub. Et encore hier, j'ai regardé une pub Apple parce que j'ai envie de m'acheter le dernier iPhone 15 Pro. Bah, j'ai regardé la pub, c'était où est-ce que je peux signer pour l'acheter, tu vois? Bah là, en fait, c'est à nous en tant que salle de sport d'expliquer aux gens pourquoi ils ont tout intérêt à aller faire des sports de combat. Parce qu'en vrai, tout le monde veut faire des sports de combat. Tout le monde veut pas se prendre des coups dans la tête. Tout le monde veut pas se blesser. Mais tout le monde veut apprendre. Donc, c'est à nous d'essayer d'amener Hmm. ce projet-là aux gens et leur faire comprendre qu'ils ont tout intérêt à s'inscrire et à pratiquer pour devenir des meilleures personnes dans leur vie de tous les jours. Écoute, moi je trouve que c'est très bien dit. Je suis convaincu, mais moi j'ai un emploi du temps casse-tête, sinon j'aurais déjà signé, hein. J'étais déjà dans les murs. Non, mais on connaît les personnes qui sont passées dans ta salle. Moi je pense à Alexandra Tekena, à toutes ces personnes-là. Enfin, on voit l'état d'esprit des personnes qui bossent ou qui ont bossé au NR Fight et on le sent, hein, vous êtes des passionnés, vous voulez le transmettre. Et il y a aussi ce sentiment de vouloir amener les gens avec vous et c'est vraiment cool et donc je peux que vous encourager, hein. Je vous ai mis tout ce qu'il faut dans le chat, les liens, etc. Il y a des cours d'essai aussi qui sont disponibles que vous pourrez réserver si vraiment vous voulez vous faire une idée. Il y a Yes. quelqu'un qui te pose une question depuis tout à l'heure, il cherche le Ah. short. Le short de la boutique Enerfight, il ne la trouve pas dans sa salle. Il dit dans quelle salle je dois aller. Est-ce que c'est à République, à Tolbiac? Il est perdu. Alors, tout dépend. En fait, aujourd'hui, on fait plus
de vente. Enfin, en gros, c'est plus on achète le matériel, il est au club, il doit aller il va au club, il achète, il prend. Maintenant, c'est uniquement des précommandes. Alors, tout dépend de s'il a fait une précommande. S'il parle des précommandes qu'on a fait en septembre, il y a une partie du matériel qui est déjà arrivé, mais comme on n'a pas tout reçu encore, on n'a pas envoyé de message. Si c'est un short qu'il a acheté avant, bah, il faut qu'il aille à Tolbiac ou qu'il voit avec ou Lucille ou Maxence. Et sinon, bah, qu'il m'envoie un message directement si il a l'impression que tout le monde s'en fout de son short. Et je m'en occuperai personnellement. Non, vous voyez quand même le soin. Il dit je viens de m'inscrire le 6 octobre. En fait, il vient de s'inscrire là chez toi. Donc bah bienvenue au Ok. NR Fight. Bienvenue, Et bienvenue. il Ouais. cherchait à prendre un short. Et je crois que dans la salle dans laquelle il allait, il y était plus. Donc il se demandait est-ce qu'il peut y en avoir dans l'autre salle ou des choses comme ça. Non. Ouais, alors non, du coup, c'est que des précommandes maintenant. Donc là, on Ok. a alors fait une précommande en début septembre. Donc s'il n'a pas acheté sur ce moment-là, il va falloir qu'il attende la prochaine précommande pour pouvoir acheter les shorts NR Fight. Bon, allez-y, hein. Voilà. Allez-y, bah en tout cas, Jack, c'est pour toi. Tu peux aller chercher ça, va sur le site. Je vous ai tout mis dans le chat. Et les amis, ceux qui sont pas sur Paris aussi, n'hésitez pas à aller sur bjjfanatics.fr. Sur bjfanatics.fr, vous avez des vidéos d'apprentissage, des vidéos de formation pour apprendre les sports de combat avec, je pense, les meilleurs combattants et les meilleurs profs mondiaux. Si on parle de français, on a Daniel Voirin, on a Cédric Doumbé qui nous fait un show pendant 1 heure et demie, Ah ouais. tout en expliquant le kickboxing. On a Nicolas Renier, on a Olivier Michalesco, Samuel Monin, et dans les internationaux, on n'a pas encore Charles Oliveira, mais on va bientôt l'avoir. Sinon, si vous parlez anglais, vous pouvez aller le chercher sur le bjfanatics.com. Qui on a en international? On a Gordon Ryan pour ceux qui connaissent, John Danaher, Craig Jones, ça c'est pour la partie au sol. C'est les meilleurs du Mais monde, hein, sinon, ceux que tu as voilà, cités là. C'est... c'est les meilleurs. Ouais. Non, et je le vois vraiment la différence. Ceux qui. Enfin, moi, en fait, avant, j'y croyais pas à tous ces trucs-là en ligne, tu vois. J'y croyais pas. Et avec le temps, je voyais des mecs qui devenaient des monstres au club en peu de temps. Et donc, je me suis questionné. Je leur ai dit, mais qu'est-ce que tu fais en dehors du club? Ah non, bah, j'ai acheté telle vidéo sur BG Fanatics, j'ai acheté tel machin. Ah ouais, d'accord. Et là, j'ai commencé à m'y intéresser vraiment. Du coup, c'est pour ça que j'ai proposé des produits chez eux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'y crois à fond, parce que j'ai vu une vraie révolution dans notre milieu avec ce site-là, BG Fanatics, aux États-Unis. Et du coup, moi, j'ai voulu ramener ce site-là en France avec des produits français, en français, pour les Français. Donc, n'hésitez pas à aller checker ça. Sur ma chaîne YouTube, vous pouvez récupérer, il y a un lien pour une vidéo gratuite si vous voulez découvrir le site. Donc, allez récupérer ça avec grand plaisir. Eh bah écoute, c'est posté dans le chat aussi. Merci beaucoup Nicolas pour ton temps, pour Merci à toutes toi. ces explications et tout. Franchement, j'ai pas vu le temps passer. Ça fait 1h10 qu'on est ensemble là, en Ah, train bah, de c'était cool. discuter. Franchement, c'est très C'était très cool. merci. Et à l'occasion, j'espère qu'on pourra reparler un petit peu sol, Brésil, combattant UFC. Ouais, pas de souci. On pourra parler même des camps au Brésil, hein, si ça vous intéresse. Moi, ça fait des années que j'en organise, donc même pour vous, ou que ce soit avec moi ou avec d'autres, il y en a pas mal qui organisent des camps. Je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent venir s'entraîner au Brésil, faire 1 mois, 2 mois, 3 mois d'entraînement. Donc, on pourra peut-être parler ça dans une prochaine interview Franchement, de ouais. conseils pour le Brésil. Grave, et que tu nous expliques un peu c'est quoi ce délire à la shootbox de faire des sparring lourds à 10 jours d'un événement et de se fracasser la Ouais, tête. après, il faut regarder, il faut suivre Diego Lima, là, qui est son manager et entraîneur, et qui explique pourquoi ils ont fait, pourquoi il y a eu ce sparring-là, à ce moment-là. Voilà, c'est assez intéressant. Vous pouvez cliquer sur traduire dans l'un de ses derniers posts, Diego Lima, checker parce qu'il s'explique un petit peu sur les choix d'entraînement. Donc voilà, sur Instagram, je parlais. Yes, attends, je vais leur donner le lien tout de suite. Diego Lima. Ah, t'es réactif. Hein. Ah bah t'inquiète, hein, j'ai le PC à côté, j'ai 18 écrans autour de moi, donc vaut mieux que je sois réactif, sinon ça veut dire que je suis pas hyper bon en vrai. Bah merci Mais beaucoup ouais, Nico. bien, j'ai lu hier soir, c'était top ce qu'il a fait. Bah, Ouais, merci à toi, merci pour l'invitation, ça fait plaisir toujours. Ouais, bah ouais, et puis bah, on se tient au courant, on s'écrit, et puis une prochaine fois avec un immense plaisir. En tout cas, dans le chat, ils ont tous été ravis. Il y en a qui se sont tus pendant 1 heure et qui ont dit bah merci, franchement, c'était super intéressant, etc. Donc Cool. n'hésitez pas, bah Nico, il est top. Allez suivre sur Instagram, allez suivre tous les petits formats, et si vous voulez encore approfondir le NR Fight, vous serez
très très bien accueilli. Il y a même quelqu'un qui est venu spécialement. Premier message dans le chat Twitch AMC Sport, Enerfight, un club où il y a un minimum d'encadrement et on transmet de bonnes valeurs, contrairement à d'autres salles où les mecs tapent comme des fous sur les nouveaux. Tu vois. Ah, c'est cool. Ouais, bah, juste pour terminer là-dessus, Vas-y. rebondir sur ça, c'est que la phrase que je dis toujours à mes profs ou que je dis aux gens, c'est on n'est pas une salle de fitness et on n'est pas une salle de bagarre. C'est chez nous, on enseigne. L'objectif, c'est d'enseigner vraiment les sports de combat. Après, bien évidemment, on peut pas contrôler tout le monde sur le tatami, hein. Il y a des fois 20, 25, 30 personnes. Il y a toujours des mecs qui n'ont pas compris quel état d'esprit il fallait avoir, mais on essaie d'éduquer tout le monde dans ce sens-là pour qu'on puisse s'entraîner tous ensemble sans se blesser et puis pour apprendre, que ce soit avec quelqu'un qui fait plus de 20 kilos ou moins de 20 kilos, avec une fille, un garçon, un enfant, peu importe. Faut qu'on puisse s'apprendre avec tout le monde parce que dans les salles dans lesquelles je vais, où c'est du très haut niveau, et bah, ça s'entraîne avec tout le monde et on peut vraiment apprendre avec tout le monde si on sait s'entraîner. Bah écoute, j'espère que vous avez bien compris le message et j'espère que vous passerez une tête au Enerfight. Il y a moyen que je book un petit cours d'essai, un de ces quatre, je te mens pas. Ah, ça fait plaisir. Bah parce que j'aime bien les bons plans de rat, hein, on va pas se mentir. Et non mais moi je suis un peu en mode tu sais grand curieux du truc, donc je pense que ça va se faire. Je sais pas à quel moment, mais il faudrait peut-être que je pose 2 semaines de congé derrière pour être sûr de revenir bien comme il faut. Non, mais ça, en plus ouais non, je vais y aller. Je vais dire à Julien de venir. Je veux tourner avec Julien moi. Ça va être drôle. Va avec Julien, va voir avec Julien comment squatter un cours et puis t'accueilleras avec grand plaisir.